Le rectorat bloqué toute la matinée pour un recteur guyanais. Un collectif conduit par le STEG-UTG, le SNUP-FSU a mené la marche. Une vingtaine de personnes se sont mobilisées pour réclamer la nomination d'un dirigeant compétent guyanais et pour une durée de 5 ans. Les premières assises de la santé en Guyane, c'était à l'encre toute la journée. Une manifestation en présence de professionnels de santé et ouverte à tous. Occasion de dresser un bilan du secteur dans le territoire et tirer des conclusions pour l'améliorer. Enfin, il fait très froid de l'autre côté de l'Atlantique. Des températures 5 à 10 degrés inférieures au normal de saison sévissent dans l'Hexagone. Une période difficile à vivre, notamment pour les ultramarins qui s'y rendent en ce moment. Nous verrons comment ils font face. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, notez qu'un ouvrier travaillant sur le nouveau pont de la Comté est tombé à l'eau aux alentours de 7h30 ce matin. L'homme âgé d'une quarantaine d'années n'est pas réapparu depuis sa chute. Les recherches des pompiers, des gendarmes et des membres de l'entreprise en charge des travaux n'ont pour le moment rien donné. Nous y reviendrons. Comme prévu au lendemain de l'arrivée du nouveau recteur Alain Ayong, le CAMA, une grève est venue bousculer l'académie tôt ce matin. Une vingtaine de personnes ont bloqué l'accès du rectorat jusqu'à provoquer la désertion des bureaux. Opération menée par les membres du collectif pour un recteur guyanais qui dénonce un défilé de dirigeants navigants à vue. Le groupe conduit par le STEG-UTG et le SNUP-FSU ainsi que le collectif citoyen-citoyenne réclame un recteur compétent, issu du territoire et installé pour une durée de 5 ans. Ayodele Germa. Pneus, palettes, bennes à ordures, tous les moyens sont bons pour bloquer l'entrée du rectorat. 2 barrages ont ainsi été dressés dès 4 h du matin par ces militants du collectif pour un recteur guyanais. Le collectif pour un recteur guyanais souhaite poser un acte fort pour dire que la gestion de l'académie depuis 20 ans ne peut plus continuer comme ça, c'est plus possible. Depuis 20 ans, les recteurs de Guyane passent en moyenne 2 ans à la tête de l'académie en provenance de l'Hexagone. Pour le porte-parole du collectif, le recteur devrait être issu du territoire et rester pendant 5 ans minimum. Quelqu'un qui ait les compétences, et nous avons les compétences en Guyane, quelqu'un qui ait la connaissance, et nous avons des Guyanais qui ont la connaissance de l'ensemble de leur pays, qu'il reste pendant 5 ans le temps d'un plan académique et que ce plan académique soit accompagné de moyens à la hauteur de nos besoins. Nous avons une diversité, un multiculturalisme et une diversité linguistique qui est extrêmement importante. Ceci aussi doit être intégré dans les enseignements, dans la politique éducative, ce qui n'est pas le cas actuellement ou très peu. Ce mouvement a réuni ce matin une vingtaine de militants du STEG-UTG, de l'Organisation guyanaise des droits humains et du collectif Ensemble pour la sécurité. Pour Monique Gouard, le choix d'un recteur issu de la Guyane peut avoir une influence positive sur la sécurité. Si nous avions un recteur de Guyane, connaît le terrain, connaît la problématique. Il sera même amené de comprendre même le problème de l'insécurité. Nous avons 1500 enfants sur le bord de la route. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas de formation, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Qu'est-ce que vous voulez que ces enfants fassent? Ils deviennent des délinquants. Et si nous arrivons à les contenir au sein même du système éducatif, donc ça permettra à nos politiques demain de pouvoir faire un schéma économique. Et dans ce cas, quand nos enfants sortiront de l'éducation, ils auront une formation, ils auront un diplôme pour pouvoir aller travailler. Pour le collectif, les dossiers tels la scolarisation de l'ensemble des enfants du territoire, la résorption de la précarité des professeurs contractuels ou bien la construction de bâtiments scolaires supplémentaires n'ont pas été suffisamment bien gérés par les recteurs successifs venus de l'Hexagone. Les premières assises de la santé en Guyane, c'était aujourd'hui. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à cette journée de débat à l'auditorium des Trois Fleuves. L'occasion de faire un état des lieux de la situation sanitaire critique en Guyane, mais aussi de rendre des comptes à la population qui réclame plus de moyens pour l'offre de santé sur le territoire. Un rendez-vous, vous l'aurez compris, ouvert aux professionnels comme au grand public. Stéphanie Puglisi. 500 personnes, une salle de l'encre pleine à craquer, mais aussi une rediffusion à l'extérieur. La situation sanitaire et le système de soins préoccupent en Guyane. Ces premières assises de la santé ont été mises en place dans un objectif simple, dresser un état des lieux de la situation, mais surtout mettre en commun des idées pour parvenir à faire évoluer le système de santé guyanais. On va définir ce qu'on appelle notre programme régional de santé pour les années à venir. On va le faire ensemble et on va fixer les lignes de force de ce qu'il faudrait faire, alors dans toutes les dimensions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'offre de soins? Comment les hôpitaux pourraient-ils se porter mieux? Comment les médecins pourraient-ils être plus nombreux? On a besoin d'argent, d'abord, disons-le clairement. Les établissements ont besoin de retrouver des comptes à l'équilibre. On a besoin de compétences, d'expertise. Il y a des filières de soins qui aujourd'hui ne sont pas très bien organisées. Il faut recruter des médecins compétents.
Enfin, il faut relancer la machine hospitalière, je crois qu'on en est là, même s'il se passe aussi, on l'a dit ce matin, des choses vraiment remarquables. Avec le décès d'un homme mordu par un serpent, l'incendie à l'EHPAD ou encore le décès de plusieurs nourrissons prématurés, le système médical a été à plusieurs reprises remis en cause ces derniers mois. Pour certains, ces assises, bien qu'importantes, ne remplissent pas tout à fait leur rôle. C'est vrai que l'organisation n'a pas associé tous les acteurs, des acteurs incontournables comme la collectivité territoriale. Et d'ailleurs, c'est ce que nous reprochons à l'Agence régionale de santé, puisqu'aujourd'hui, il est important en tout cas que tous les acteurs se mettent ensemble pour pouvoir prendre à bras le corps ces grands problèmes de santé, en tout cas du territoire. Ce que nous aurions peut-être espéré, c'est que ces assises se basent surtout sur la stratégie nationale, la stratégie de santé pour les Outre-mer. Et s'axer sur les spécificités, en tout cas, de la Guyane. En plus de ce contexte sanitaire compliqué, la Guyane connaît un autre problème, un accroissement démographique important qui pourrait une nouvelle fois mettre à mal le système de santé. Au chapitre santé toujours, en Guadeloupe, la gastro-entérite est de retour. Plus de 1000 cas sont détectés chaque semaine depuis le mois de janvier. Karen Diamin a rassemblé quelques conseils utiles pour s'en prémunir et en guérir le plus rapidement possible. Si elle est plus fréquente en hiver qu'en été, le virus de la gastro-entérite peut sévir à tout moment. C'est une intoxication alimentaire due la plupart du temps à des agents pathogènes, infectieux, virus, bactéries ou des toxines alimentaires qui, introduites dans le tube digestif, entraînent donc cette maladie. Donc gastro-entérite, gastro c'est l'estomac, entérite c'est les intestins. Il s'agit donc d'une maladie qui est souvent précédée d'abord de vomissements, accompagnée de vomissements, puis l'émission de selles fréquentes d'une consistance anormale, c'est-à-dire liquide la plupart du temps. Si les effets et conséquences de cette pathologie sont différents selon l'âge des patients, il existe de bons conseils pour s'en débarrasser. En premier lieu, c'est l'hygiène. Hygiène des mains, hygiène des toilettes, salle de bain, le lavage des mains fréquent, passage d'un gel hydroalcoolique éventuellement. Après, la deuxième partie du traitement, c'est l'alimentation. On va commencer par ne boire que de l'eau en bouteille, pas d'eau du robinet, pas de fruits, pas de jus de fruits, pas de crudités, concombre, tomates, laitue, pendant 3-4 jours. On peut s'alimenter à base de riz, de pâtes, on peut utiliser l'eau de riz éventuellement, des compotes de pommes, notamment des compotes de pommes à volonté ou des confitures de pommes coin pour les enfants. Et pas de friture, etc. Du poisson à l'eau, un peu de viande à l'eau bouillie, si on a vraiment faim. Mais beaucoup de compotes de pommes, ça aide bien à resserrer. Sous ces airs de maladie bénigne, la gastro-entérite peut avoir des conséquences dramatiques, surtout chez le nourrisson, d'où la nécessité d'aller consulter dès les premiers signes. Une quinzaine d'agents de différents services municipaux cayennais en droit de retrait ce matin. En cause la mésaventure d'un de leurs collègues. Lundi soir, le gardien du centre aquatique de Baduel était victime d'un cambriolage à son logement de fonction situé sur le site. Face à la détresse de la famille, les syndicats dénoncent des lenteurs dans l'intervention de la mairie et l'absence de mesures de sécurité pour les agents qui manipulent des fonds. On écoute la victime et une représentante syndicale au micro de Kerwin Elsid. Ils m'ont dit de coucher par terre. Ils m'ont ligoté et puis après ils ont attrapé ma femme aussi, couteau sous la gorge et puis ils sont dans la maison en train d'aller partout, fouiller, renverser tous les affaires. Où est l'argent, où est l'argent, où est l'argent. Ils pensaient que comme je suis le gardien du centre aquatique, donc ils pensent que moi je suis convoyeur de fonds. Ils pensent que quand je ferme la piscine, je rentre chez moi et l'argent est là. Donc je lui ai dit, j'ai pas d'argent, prenez ma carte bleue, prenez ce que vous voulez, mais j'ai pas d'argent. Nous avons attendu justement la réaction de la mairie qui pour nous a tardé. Bien sûr, des ordres ont été donnés, mais nous trouvons aujourd'hui qu'il est inadmissible que cet agent ne peut pas regagner son domicile parce qu'il a eu des menaces par les agresseurs, que s'il faisait appel à la police, il reviendrait. Aujourd'hui, ce monsieur, il est dans la nature, donc à chercher où être hébergé. Et nous, depuis hier, nous sommes en train de pourparler avec la mairie afin de lui trouver un endroit où il peut dormir, en attendant que le service de la mairie puisse poser les grilles de protection.
nous trouvons inadmissible qu'à l'accueil, que la dame se retrouve avec une caisse, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de fenêtre, de vitre, de protection, et se trouve face à face avec les usagers. Sachant qu'un agent s'est fait agresser 2 fois de suite dans ce service, nous trouvons inadmissible. Nous avons fait passer, et l'ouverture de cette piscine devait être passée en CT, nous l'avons fait signaler qu'il fallait absolument que les agents soient protégés. Donc encore une fois, on voit le mépris justement de l'administration et sur la sécurité des agents. Vrai, la mairie budgétairement a des difficultés, mais je trouve inadmissible que chaque année la mairie puisse voter un budget pour le carnaval, toutes les festivités qu'ils organisent, mais pas un budget pour la protection des agents. Notez qu'après une réunion cet après-midi, une solution d'hébergement provisoire a été proposée aux salariés et à sa famille en attendant la sécurisation du logement de fonction. Le Sénat poursuit l'examen du projet de loi pour l'égalité réelle en Outre-mer. Vous le savez, de nombreux amendements avaient été supprimés, provoquant l'indignation de nombreux députés, notamment Chantal Berthelot. Eh bien, ces mesures de renforcement de la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane ont finalement été réintroduites dans le texte. Elles prévoient d'autoriser les inspecteurs de l'environnement à constater les infractions au code minier sur site. Un revirement salué par l'ONAG. On écoute son secrétaire général interrogé par Ayodele Germa. Je pense que c'était important que les amendements de la députée Berthelot soient finalement adoptés dans ce projet de loi égalité outre-mer pour 2 raisons, puisque la première, il s'agit de répondre à une attente vraiment urgente des autochtones, de réagir finalement face à l'orpaillage qui est en train d'augmenter. On l'a vu pendant les dernières conclusions du bilan orpaillage, il y a eu une augmentation de 30% sur l'année 2016 comparé à l'année 2015 de l'orpaillage illégal. Et il faut vraiment concrètement aujourd'hui donner les moyens donc, aux officiers de police judiciaire, aux inspecteurs de l'environnement de confisquer sur place le matériel de ces garimperos. Et aujourd'hui, les gendarmes étaient en sous-effectif. L'amendement concernant la circulation en fait, des produits de mercure vise à contrôler en amont l'utilisation qui est faite de ce mercure. L'idée de la députée Berthelot était que toute personne utilisant ces produits passe par une autorisation auprès de la préfecture. Ce qui signifie que les orpailleurs illégaux, a priori, qui n'auront pas fait ces déclarations, seront systématiquement du coup visés, puisque s'ils sont détenteurs de ces produits de mercure, mais qu'ils n'ont pas l'autorisation, on en déduit de facto qu'ils le font pour de l'orpaillage illégal. Et ça rend du coup plus simple la tâche pour les OPJ et les inspecteurs de l'environnement de saisir ces produits. Je pense que c'était vraiment nécessaire de faire passer ces amendements. À 48 heures du premier tour de la primaire du Parti socialiste, la Fédération PS de Guyane met les bouchées doubles pour déployer le matériel de vote dans les différents bureaux. C'est l'une des principales difficultés d'ailleurs de la Fédération dans l'organisation du scrutin prévu samedi. On écoute les explications du premier secrétaire. La seule difficulté, c'est qu'on a reçu tardivement le matériel, mais il faut vous dire, dès le mois de juillet, la Fédération de la Guyane était déjà en commun. Nous avons écrit aux 22 maires et nous avons écrit aussi à l'ensemble des partis dits de gauche en Guyane. Il y aura concrètement 25 bureaux sur l'ensemble du territoire de la Guyane, donc les communes du fleuve, le littoral, Saint-Georges et Saint-Laurent bien sûr. Donc là aussi, je peux un grand merci à l'ensemble des 18 maires de Guyane qui ont joué le jeu, franchement, de la primaire. Alors, qui pourra participer? L'ensemble des personnes inscrites sur la liste électorale, y compris ceux qui se sont inscrits en 2016. À ce moment-là, il faut qu'ils prouvent qu'ils ont effectué effectivement la démarche de s'inscrire sur la liste électorale. Alors, le comité d'organisation des primaires a pris une grande décision hier soir, puisque nous avons une réunion, que les bureaux de vote, nous serons là peut-être à 8 heures, mais les bureaux de vote vont fonctionner de 9h à 16h de l'après-midi. Donc, il faut payer à chaque fois 1 euro. Il faut signer une charte disant que vous partagez les valeurs de gauche. Donc, c'est quand même important. Et on va vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale. Et à ce moment-là, vous pourrez effectuer votre vote pour qui vous voulez. L'essentiel, c'est d'y participer. Moi, j'invite l'ensemble de la gauche, j'invite tous les Guyanais de gauche à se mobiliser. Il y a trop de problèmes en Guyane pour que nous restions chez nous et puis nous nous fassions après. Ça suffit, il faut se mobiliser.
Tout autre chose, l'information ne vous a certainement pas échappé. Une vague de froid polaire traverse la France hexagonale depuis mardi. Les températures sont de 5 à 10 degrés inférieures aux normales saisonnières, un record pour ces 12 dernières années et une sacrée claque pour les ultramarins, surtout pour ceux qui atterrissent dans ce contexte. À titre d'exemple, entre Fort-de-France et Orly, mercredi matin, il y avait 32 degrés d'écart. Un véritable choc thermique pour les passagers. C'est ce que nous montrent nos correspondants sur place. J'ai pris la doudoune, j'ai pris un gilet en plus, j'ai pris un bonnet en plus et j'ai pris des gants. Cette année ça va être particulier, on a prévu des -7 et un peu plus. Pour sa mère, Idriss ne lésine pas sur les couches. Il faut dire qu'à Orly, la température atteint timidement 0 degré ce matin. Alors comme lui, tous ceux qui attendent leurs proches arrivant des Antilles ont apporté des vêtements en plus. Oui, je viens chercher mon frère et puis des amis qui viennent de Guadeloupe, qui sont partis depuis 2 mois. Alors, changement de température nécessite vêtements chauds. Ah bah c'est sûr, parce qu'il faisait très chaud là-bas. On a une température des fois entre 37 et 38. Et ma foi, aujourd'hui, c'est la journée la plus froide, -5. Donc j'ai prévu son petit manteau. Et pour ceux qui arrivent, comme Amélie, juste après le bisou d'usage, la parka est de rigueur. Ça va faire un choc quand on va sortir. Tu vas voir. C'est la Sibérie totale. Hein ouais, quand on part en hiver, c'est toujours ça le problème. Quand on revient, c'est toute une réacclimatation. Il y a ceux qui le découvrent et ceux qui sont déjà là, dans le froid. Au nord de Paris, à Saint-Denis, la température est la même. Alors certains ont trouvé la parade pays. C'est le rhum là. Ah bah ouais. Il fait froid là. Les mamans rabouent un bouche bomba aux Antilles. Mita, ouais. Il fait froid là. Comment ça m'a donné à tirer moi puis polo. C'est bon. Anti-rhum bien, ma galotte. Ouais, ma galotte là. Pour ces originaires des Antilles, la vague polaire ne ramène pas que le froid, mais aussi leurs proches restés au pays. La plupart des gens aux Antilles, ils viennent dans le froid. Ils viennent pas au mois d'août, ils viennent que dans le froid pour voir le froid. Il y a des gens qui adorent le froid. Moi, c'est déjà habitué avec, pour moi, vous savez. Je suis déjà habitué avec le froid. On peut donc aimer le froid, ou alors il faut le quitter. Retour à Orly, côté départ à présent. Pour ces voyageurs, dans quelques instants, plus besoin des chauds vêtements. Là, la première chose qu'on va faire déjà dans l'avion, on va enlever les polaires, les manteaux, on va se mettre à boire de chemise. La vague polaire devrait rester sur l'Hexagone encore une semaine. Avis aux amateurs. Allez, retour chez nous avec bien entendu de meilleures températures. Elles vont même monter avec cette remise en forme. C'est ce que propose une association sportive de fitness à Saint-Laurent. Elle invite la population à une semaine porte ouverte du 30 janvier au 3 février. Step, Zumba, gainage, cardio, un langage un peu barbare peut-être pour désigner un large palmarès d'exercices. Voyez plutôt le reportage signé Elsa Gonzalez. C'est au sein de l'école Georges à Bran-Méry que les cours ont lieu. Cardio, step, body sculpt, il y en a pour tous les goûts et niveaux. Là, on va faire un cours d'abdos fessiers, donc on est parti. Jambes écartées, fléchies, le dos bien droit. Le cours commence par faire travailler fessiers et adducteurs. Des fentes aux montées de genoux en passant par le gainage, ces femmes vont, durant presque 1 heure, enchaîner exercice sur exercice. C'est un cours assez intéressant, où on travaille toutes les obliques, les abdos, on renforce un peu tout, quoi. Le but ici est de se sentir bien tout en renforçant ses muscles et améliorant sa condition physique. Le fitness, c'est plusieurs activités physiques qui ont pour but la remise en forme, le bien-être, la préparation physique. Voilà, c'est vraiment dédié au bien-être, il n'y a aucune notion de performance ou de compétition. Pas de compétition, donc, est accessible à tout le monde. Chacun, avec son niveau, ses capacités, peut venir participer au cours. Pour cette jeune enseignante, cela semble plutôt facile. C'est pas difficile, après chacun le fait un petit peu à sa hauteur, donc on peut plus se forcer si c'est trop difficile et plus se relâcher si voilà. Donc chacun fait comme il veut et c'est sympa.
Cardio, pilates, aérobox et même Zumba, Happy Fit propose un bon nombre de cours différents, 4 jours par semaine de 17h à 20h. L'association a pensé à tous, même aux mamans. Depuis septembre, des cours juniors sont mis en place en parallèle des cours adultes. Pour finir, un accident de la route impressionnant et de nombreuses victimes. C'était heureusement le scénario du deuxième exercice effectué ce matin sur le pont de l'Oyapock. Les pompiers des deux côtés du fleuve sont intervenus, de nombreux hommes, pour tester la capacité d'intervention sur l'édifice. Il s'agissait de la deuxième phase, donc avant l'ouverture officielle du pont. Aucune date fixe pour le moment, mais le préfet annonçait déjà la fin du mois de janvier ou début février. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir, avec notamment le rectorat bloqué toute la matinée pour un recteur guyanais. Un collectif conduit par le STEG UTG et le SNEP FSU a mené la marche. Une vingtaine de personnes se sont mobilisées pour réclamer la nomination d'un dirigeant compétent guyanais et pour une durée de 5 ans. Les premières assises de santé en Guyane, c'était à l'encre toute la journée. Une manifestation en présence des professionnels de santé et ouverte à tous. Occasion de dresser un bilan du secteur dans le territoire et tirer des conclusions pour l'améliorer. Enfin, il fait très froid de l'autre côté de l'Atlantique. Des températures 5 à 10 degrés inférieures au normal de saison sévissent dans l'Hexagone. Une période difficile à vivre, notamment pour les ultramarins qui s'y rendent en ce moment. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas. Dans un instant, la météo, puis ce sera le 20h de TF1. Excellente soirée à vous. Rendez-vous demain.